en accord avec l'environnement, social, donc tout ce qui va être bien-être au travail, environnement et puis, pour finir, économie avec, les achats responsables. Je suis en poste depuis, 1 an. Ce poste existe, c'est une création de poste, salut. Et je D'accord. laisse Mélanie, Ouais. parler de son poste. Et bien, tout comme l'on dit, bonjour à tous et à toutes. Également en poste depuis 1 an sur une création de poste qui est pour ma part axée sur le développement de la participation des personnes accueillies au sein du SAMU social de Paris. Donc tout ce qui incombe de la loi de 2002 et les autres formes de participation, soit partenariale, soit plus sur du développement du pouvoir d'achat. Merci beaucoup. Et on accueille aussi François Josse-Rando, qui est entre autres animateur de Fresques du Climat. Je vous laisse aussi dire un mot pour vous présenter, François. Bonjour à tous. Moi, je suis en poste depuis 1 an également, dans le sens où j'ai un peu changé d'activité. J'étais précédemment formateur consultant dans le secteur social. Je fais pas mal de choses avec la Fédération des acteurs de la solidarité, notamment des projets d'établissement, de l'évaluation externe. Et puis plus récemment, avec la FAS Rhône-Alpes, la formation était encadrant technique d'insertion par l'économique. Voilà, donc je peux dire que je suis un peu un compagnon de route de longue date de la FAS et du secteur social en général. Et puis j'ai eu un confinement numéro 1 un peu radical qui a fait que j'ai eu envie de changer de métier pour m'intéresser plutôt aux questions de sensibilisation et de mobilisation climat. Super, merci François. Et donc moi-même, Justine Lerman, je travaille donc à la Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes sur les sujets de veille sociale, d'hébergement et de logement. Et je vous avoue, pour introduire ce webinaire, que trouver des intervenantes et des intervenants pour parler de ces questions, de comment on lit les sujets de justice sociale, d'accompagnement des personnes les plus précaires et de transition écologique n'a pas été simple. C'est pas forcément des questions qui sont aujourd'hui appropriées de manière très ancrée dans le secteur de l'hébergement, de la veille sociale et, euh, et, et de l'accompagnement en fait des personnes précaires. Et donc c'est aussi un peu un premier indicateur finalement pour introduire ce webinaire que tout reste un peu à faire dans ce champ. Enfin, dans notre champ, il y a des associations qui travaillent déjà sur ces sujets depuis longtemps. Je pense notamment à ATD Carmonte qui a, voilà, depuis une bonne dizaine d'années, travaillé sur comment inclure les personnes les plus précaires dans ces questions de transition écologique et d'environnement de manière aussi un peu politique et au-delà des questions, par exemple, voilà, d'accompagnement ou d'éco-gestes ou des choses qu'on peut retrouver de manière plus développée par ailleurs. Euh, et donc, c'est déjà une première bille pour cette introduction. Après, au niveau fédéral, le nouveau projet fédéral de la FAS 2022-2027 a quand même bien identifié le sujet de la transition écologique et du changement climatique comme un enjeu pour les publics les plus précaires et donc un enjeu dont il va falloir se saisir et trouver comment aborder cette question qui renvoie aussi à du plus long terme. Dans un secteur qui est souvent un petit peu débordé par les questions d'urgence sociale qui sont dans le présent et dans des temps beaucoup plus courts. Et en même temps, c'est un véritable enjeu parce qu'on sait que les personnes en situation de précarité, de mal logement, qui vivent aujourd'hui à la rue ou dans des conditions hôtelières ou d'hébergement, sont et seront les premières victimes du dérèglement climatique. On peut déjà penser aux vagues de chaleur, de froid, et donc à ce que ça engendre quand on vit à la rue, comme difficulté d'accès aux ressources, à l'eau et au confort, mais aussi aux difficultés alimentaires. Et on le voit à l'arrivée de l'hiver avec toutes les questions énergétiques qui voilà, impactent aussi les personnes précaires. On sait aussi que ce sont finalement les personnes les plus modestes qui contribuent le moins aux impacts écologiques, puisque c'est bien 10% des personnes les plus riches qui rejettent plus de 50% du CO2 par an. On sait aussi que l'accès à un environnement sain et à des ressources pour faire face à ces changements est très inégal. C'est le géographe Éloi Laurent qui recense 4 types d'inégalités environnementales. Donc les inégalités d'exposition et d'accès à l'environnement, d'impact et de contribution à la dégradation. Donc c'est un petit peu ce que je viens de dire juste avant finalement. Aussi les inégalités induites par les politiques climatiques et les politiques publiques qui tendent à lutter contre ces phénomènes. Et puis une inégalité qui est aussi assez importante, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler avec l'expérience du SAMU et des fresques du climat, mais une inégalité d'accès à la décision qui est aussi
voilà, beaucoup plus confisqué, on va dire, aux populations les plus précaires, qu'on a aussi tendance à ne pas finalement solliciter sur ces questions de transition écologique et d'environnement. Euh, Ce qu'on peut aussi dire de manière très concrète, c'est qu'en France, c'est aussi 1,4 million de personnes qui n'ont pas un accès sécurisé à l'eau. On parle de la France métropolitaine, mais on pense du coup aux personnes qui vivent dans les bidonvilles, aux personnes sans abri, aux personnes vivant dans des squats ou des habitats de fortune. Et donc, c'est quand même pas rien dans un pays aussi riche que le nôtre. Hop. Donc, ce que vous disiez avant, c'est vraiment aussi aujourd'hui un défi pour la PAS et les associations de relier ces questions d'accompagnement, de problématiques environnementales, même si c'est un sujet qui émerge quand même sur le terrain et dont certaines organisations commencent à se saisir ou s'en sont déjà saisies. Donc, on aura l'occasion de revenir sur la démarche du SAMU social de Paris. Et on souhaite aussi réaffirmer à l'orée de ce webinaire que malgré les difficultés à penser ensemble ces questions partent de très concrètes, matérielles et présentes, et ces enjeux de plus long terme et peut-être aussi plus politiques, c'est vraiment important de les penser ensemble et de ne pas confisquer non plus cette thématique aux populations vulnérables, qui d'ailleurs ont déjà souvent des modes de vie sobres. Alors, il y a des chercheurs qui se sont penchés un petit peu sur le rapport à ces questions environnementales dans les classes populaires ou parmi les personnes précaires, et qui montrent que même si en fait, ces populations ont développé depuis longtemps des pratiques écologiques plutôt à des fins économiques, donc en fait sans forcément mettre dessus des termes écologiques, mais on sait aussi qu'on a potentiellement déjà beaucoup à apprendre en termes de sobriété des personnes qui vivent aujourd'hui en précarité. C'est aussi pour la FAS et ses partenaires un autre enjeu là-dessous, c'est de développer un plaidoyer qui permette aussi de faire évoluer les politiques publiques actuelles pour prendre en compte ces enjeux-là et proposer aussi des réponses adaptées aux besoins. Donc, on peut penser bien sûr à la rénovation énergétique, car quand on parle des logements ou même d'hébergement, c'est bien sûr un des premiers points d'appui sur le bâti. On sait que c'est aussi des politiques de long terme. Et donc, il faut aussi penser d'autres politiques publiques pour agir à plus court terme et ici et maintenant pour ces personnes. On peut penser à l'aide et appui face au coût de l'énergie, mais aussi à l'implication des personnes concernées sur ces sujets. Voilà, et donc il y a par exemple dans les outils potentiellement à faire évoluer, on peut penser au FSL, donc les enjeux de lutte contre le non-recours, les enjeux d'abondement des FSL par les fournisseurs énergie. Alors, ce qu'ils font déjà aujourd'hui, mais on sait que face à ces coûts d'énergie, les fonds de solidarité logement développés par les départements sont parfois en grande tension pour répondre à l'ensemble des besoins. Voilà, les enjeux aussi de lutte contre les coupures d'énergie. Donc voilà, plein de questions qui seront peut-être soulevées par ce webinaire. Qui va du coup s'articuler autour de deux interventions, vous l'aurez compris, celle du SAMU social de Paris, qui va nous présenter la manière dont ils sont un petit peu entrés dans ces thématiques et comment ils ont travaillé à une échelle structurelle, et aussi peut-être les difficultés auxquelles ils font face pour faire vivre cette thématique et la porter dans une institution qui œuvre dans le domaine de l'urgence sociale. Et on aura ensuite l'intervention de François Joussrando, notamment autour de l'outil Fresque du climat et voilà, peut-être aussi d'autres développements, mais comment cet outil peut aussi être quelque chose d'intéressant à proposer dans le secteur social et dans l'accompagnement des personnes, et en quoi ça peut aussi renforcer toutes les questions autour du pouvoir d'agir et de compréhension des personnes sur les enjeux climatiques. Voilà, donc je laisse la parole au SAMU social pour votre intervention. N'hésitez pas à me dire s'il faut que je passe des slides dans votre intervention. Ça marche, merci beaucoup. Une toute petite présentation du SAMU social de Paris, si des personnes ne connaissent pas. Donc, le SAMU social, c'est un groupement d'intérêt public qui a été créé en 1993 par un médecin qui s'appelle le docteur Xavier Emmanuelli, qui était concerné par la situation qui l'entourait, donc qui a créé la première maraude. La première maraude est sortie du coup il y a 30 ans, le 22 novembre, donc on peut fêter malheureusement cet anniversaire encore cette année. C'est un grand acteur de la lutte contre l'exclusion. Le SAMU social, il régule 70 000 places d'hébergement
et ils traitent entre 1500 et 1900 appels du 115 par jour, sachant que le 115, c'est vraiment que quand on appelle à Paris. Dès qu'on va appeler le 115 dans une autre ville, ça sera une autre association qui va gérer ces appels. Le SAMU social, il est composé de différentes structures d'accueil, de jour, de nuit. Il y a également des centres d'hébergement d'urgence qui sont plus ou moins médicalisés, des pensions de famille aussi. Et il y a donc des équipes de maraude entre 5 et 8 camions qui sortent par nuit et qui viennent à la rencontre. Voilà, pour faire juste une petite image pour mieux comprendre. Donc ensuite, la genèse de la démarche RSO, elle est partie de 3 piliers, 3 constats. Enfin, un constat mondial, donc là, je ne vais pas le répéter puisque Justine en a fait l'introduction. Il y a également des lois que l'on avait à appliquer et qui n'étaient pas forcément le cas. Enfin, on n'était pas forcément à jour point de vue légal, parce que comme on est un groupement d'intérêt public, on se doit de respecter beaucoup de règles du monde public, notamment au niveau des commandes, par exemple, pour les achats responsables. Et puis, il y avait une vraie volonté d'agir, à la fois des agents et des usagers. Cette volonté d'agir des usagers, on va y revenir avec une partie sur ce qu'on appelle le débat permanent. Mais il y avait aussi une demande forte des agents. Le travail social, vous le savez sûrement, mais il est quand même en crise. C'est difficile de recruter des gens. Et donc, le fait d'avoir une démarche de responsabilité, c'est aussi un plus pour embaucher, même si ça ne va pas être le premier critère. Et même, de toute façon, on avait envie de se sentir bien, pas être justement que dans l'urgence sociale, mais de se sentir totalement aligné sur tout ce qu'on fait. Donc, en 2021-2022, il y a une première mission qui s'est appelée SAMU Social Vert qui a été créée. Ça a été une sorte de test pour voir si ça pouvait perdurer. Donc, ça s'est fait en plusieurs temps. Il y a eu beaucoup de groupes de travail, à la fois avec des agents, des usagers, des experts de chaque domaine, mais aussi des responsables de chaque service qui avaient envie de s'exprimer. Et puis, il y a eu des groupes de travail aussi avec des usagers, pareil, dans les différents centres pour voir quelles étaient leurs volontés. Et en parallèle, il y a eu un lancement d'un bilan carbone, donc là, de manière très officielle, pour avoir un état des lieux avec un cabinet de conseil qui nous a épaulés pour avoir les chiffres clés, savoir vraiment quel est finalement notre impact sur le monde. Et suite à ça, a été rédigée une politique avec tous ces résultats et à la fois les volontés de chacun pour la priorisation. Vous pouvez passer. Du coup, je vais continuer, je vais prendre la parole. Je vais vous présenter l'instance du débat permanent qui a été un des 3 piliers justement de la création du SST Vert, en tout cas dans un premier temps. Il faut savoir que le débat permanent, c'est un groupement de personnes hébergées au sein du SAMU social de Paris et de professionnels travaillant au sein du SAMU social de Paris, qui a vu le jour à la suite du grand débat national, donc en 2019, qui avait été lancé par M. Macron. Dans ce cadre-là, en fait, plusieurs personnes du SAMU social se sont réunies pour participer à cette instance et ont voulu mettre en place leurs propositions en tant que personnes accompagnées par une institution. De là, plusieurs thématiques ont été ciblées, dont la thématique écologique, qui avait vraiment sa place au sein du grand débat. Et suite à ça, les personnes se sont dit, on ne peut pas s'arrêter là, il faut encore qu'on ait des choses, enfin, on a encore des choses à dire, on a encore envie de faire bouger les choses, on veut que des décisions soient prises auprès du gouvernement. Et donc, du coup, cette instance s'est pérennisée et a pris le nom de débat permanent. Il faut savoir que ce groupe est un petit peu en ce moment compliqué à gérer parce que le Covid est passé par là. Mais il y a à peu près un an, en novembre 2021, on a quand même réussi à mettre en place un plaidoyer pour l'écologie. Donc, du coup, ce plaidoyer pour l'écologie est venu s'inscrire dans les 4 groupes qui avaient été créés suite au grand débat.
Et c'était aussi pour montrer que les personnes en situation de mal logement peuvent avoir des idées sur l'écologie, peuvent se sentir concernées aussi par cette thématique, parce qu'on oublie souvent que cette thématique peut les concerner. Et eux avaient envie de porter leur voix, en tout cas, sur cette thématique-là. Et donc, du coup, on les a fait réfléchir sur se nourrir, sur sur la mobilité. On les a fait réfléchir aussi justement sur la thématique du logement. La thématique de logement, il y a deux propositions qui ont été faites. La première, c'était de permettre aux personnes précaires d'accéder au logement basse consommation et d'aider les bailleurs et les propriétaires à faire des travaux énergétiques, parce que des discussions, il en est ressorti que les populations précaires se retrouvent souvent dans des logements insalubres, avec un prix énergétique très élevé, sans possibilité de faire de rénovation. Donc, du coup, c'était une de leurs premières propositions, en tout cas sur la thématique se loger. Et la deuxième, c'était de freiner la spéculation locative et touristique. Il s'est dit en tout cas que sur le territoire parisien, les loyers augmentent énormément. Enfin, c'est un peu de partout en France, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, ce qu'il disait, c'est que les loyers augmentaient beaucoup et qu'il y avait beaucoup de logements vacants qui étaient dédiés aux plateformes de location. Et du coup, le fait de freiner cette pratique pourrait peut-être aider à avoir des logements un peu plus abordables, en tout cas, pour les personnes en situation de mal logement. Donc voilà, de tout ça, des personnes accompagnées, des professionnels, on arrive à se mettre d'accord sur des propositions. Et le débat permanent, du coup, a amené en réflexion la création d'un poste, en tout cas, qui serait axé sur ces thématiques d'écologie. Voilà un peu pour vous présenter le débat permanent. Voilà, super. Donc, si je reviens ensuite sur tout ce qu'on a fait au cours de l'année, on a fait donc un bilan carbone et je voulais vous montrer un peu les résultats. C'est un exercice qui est intéressant de faire pour mesurer, vraiment objectiver là où on en est, pour savoir ensuite vers où on a envie d'aller. Et donc, en 2021, a été calculé, c'est approximatif, hein, mais il a été calculé que le SAMU social générait 5000 tonnes de CO2 équivalent dans les centres d'hébergement d'urgence, l'ensemble des centres, également les maraudes et les sites administratifs. Si on prend en compte les 60 000 places d'hôtels qui sont régulées, là, on est autour de 11 000 tonnes de CO2 équivalent. Donc, pour que ça soit plus parlant, on a mis des petits exemples d'aller-retour entre Paris et New York, le tour de la Terre, ou encore le pétrole brut consommé par an. L'ambition du SAMU social, c'est de respecter les accords de Paris. Et pour ça, on a un objectif de réduction de 25% des émissions en 10 ans, en valeur absolue. C'est-à-dire que si on crée de nouveaux centres d'hébergement, il ne faudra pas augmenter pour autant la balance. Et bon, c'est quelque chose qui est difficile, surtout que dans les faits, on va augmenter le nombre de centres d'hébergement d'urgence et il n'y a malheureusement pas de raison pour que ça s'arrête prochainement. Vous pouvez passer à la suite. Et donc, pour en venir à la fameuse politique environnementale, la voici, elle se découpe en 6 piliers, puis on pourra revenir sur chacun de ces piliers si vous avez des questions. Donc, la première, c'est justement la bonne gestion des bâtiments. C'est 35% du bilan carbone, donc on voit que c'est effectivement la majorité. On l'a découpé en 2 volets, à la fois la gestion des fluides, donc la gestion de l'énergie, mais bon, fluide, j'aurais pu rajouter eau également, et puis la gestion des déchets, assurer un tri sélectif dans l'ensemble des centres d'hébergement et puis dans les centres administratifs. C'est quelque chose qui normalement est obligatoire, hein. Une bonne gestion des déchets avec 5 flux différenciés, donc c'est-à-dire bois, papier, carton, plastique, métal. Il va y avoir les biodéchets aussi qui seront rajoutés à partir de l'année prochaine. Enfin, tout ça, vous pouvez le voir sur les Legifrance si vous voulez. Ensuite, il y a avoir une politique d'achat responsable. Là encore, les achats, ça représente une très bonne partie du bilan carbone. 30% de l'impact carbone est dû à nos achats.
Donc que ce soit des achats de biens quotidiens, puisque dans les centres d'hébergement, il y a beaucoup de consommation finalement, mais ça peut être aussi des achats qui sont de manière plus spontanée, quand on ouvre un nouveau centre, quand on déménage, des familles et qui a besoin d'acheter des produits électroniques notamment, ou des petits équipements type micro-ondes, frigo. Donc là, il y a toute une envie d'avoir des achats responsables, que ce soit socialement aussi et environnementalement, avec de la seconde main, davantage de prêts, davantage de partenariats avec des entreprises de réinsertion et de réutilisation. Ensuite, on a la proposition d'avoir une alimentation digne et durable. Ces 20% d'alimentation font partie des 30% d'achats responsables. Et là, on a tout un volet aussi légal à respecter. Donc, nous, on doit respecter la commande publique, et donc, on se doit aussi de respecter notamment la loi Egalim. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une loi qui donne des proportions de produits de qualité à respecter dans les assiettes. Donc 50% de produits de qualité, c'est-à-dire des produits qui sont labellisés. Il y a toute une liste de labels qui respectent ça, et dont 20% de produits bio. Et également l'idée d'avoir une alimentation moins carnée, de végétaliser les assiettes. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire comprendre, mais qui est essentiel quand on voit l'impact d'un kilo de bœuf consommé, ou non consommé d'ailleurs, produit plutôt. Et là, évidemment, ça a un coût, hein, c'est un coût plus cher de faire respecter cette loi, d'avoir des produits bio. On a des fournisseurs qui nous ont étonnamment dit qu'ils trouvaient ça quand même beau, mais étonnant qu'on offre à des personnes précaires une alimentation aussi noble. Et là, il y a un gros plaidoyer à faire, puisque évidemment, ça va coûter plus cher, mais on est censé tous pouvoir manger des produits corrects, que ce soit pour l'environnement ou pour notre santé. Enfin, on a le développement d'une mobilité douce. Donc là, on parle de 25% de l'impact carbone du SAMU social de Paris. Il s'agit à la fois de la mobilité interne, donc on peut penser au maraude, on aimerait bien passer en électrique, mais finalement, ça, c'est quelque chose qui est assez anecdotique. La mobilité qui a le plus d'impact, c'est celle entre la maison, chez soi, et le lieu de travail de l'ensemble de nos agents. Sachant que le SAMU social, on représente entre 800 et 1000 salariés. Et là, finalement, on a une grande responsabilité. C'est l'employeur qui est responsable aussi de ces émissions de gaz à effet de serre. On se doit de proposer des solutions pour nos agents, pour le bien-être au travail aussi. 1 heure de transport, 1 heure de voiture, ça fait partie déjà du temps de travail quand on y va. Et donc, on se doit de trouver des solutions pour avoir une mobilité moins carbonée. On a également la volonté d'avoir une utilisation saine du numérique. Alors, ça ne représente pas forcément énormément, 1%, mais c'est quelque chose où on a un impact direct dessus avec des bonnes pratiques. C'est quelque chose qui peut être appliqué à la fois au travail et puis qui peut être appliqué aussi à la maison. Et donc, c'est d'autant plus important d'apprendre et de faire appliquer ces bonnes utilisations. Et enfin, un grand volet, et puis là, on va rejoindre la fresque du climat totalement, c'est la sensibilisation, que ce soit de nos agents, de nos usagers et également des parties prenantes avec lesquelles on travaille. Et puis, en partie prenante, on peut parler de nos fournisseurs. On peut penser également à toutes les personnes qui nous donnent des subventions. Enfin, nous, c'est notamment l'ADRIL, l'ARS, mais aussi bien d'autres. On a également des mécènes. Même s'ils ne représentent pas beaucoup. Mais donc, on a une grande partie de sensibilisation à faire, notamment pour qu'ils comprennent ces enjeux et qu'ils appliquent les 5 autres piliers et qu'ils soient moteurs et motivés pour mettre en place des solutions pour les 5 autres piliers. Et puis aussi parce que tout ce qu'on apprend en sensibilisation sur l'environnement, c'est quelque chose qui peut être appliqué aussi en dehors du travail. Et donc, l'impact peut être découplé. Et donc, pour la partie sensibilisation, concrètement, ce qu'on fait, ce sont des fresques du climat. Il peut y avoir des fresques du déchet. Il y a beaucoup de fresques qui existent et qu'on utilise. Des petites animations aussi, des animations plus adaptées pour les usagers, puisqu'on ne va pas forcément parler avec eux de comment acheter. Ça dépend du public, mais il y a des personnes qui n'achètent rien, qui ne possèdent rien. Donc, cette partie-là, on ne va pas forcément en parler trop. Mais par contre, des éco-gestes pour les personnes qui sont en hôtel, ça a tout son sens. Quand on voit qu'ils peuvent chauffer à fond et puis ouvrir la fenêtre en même temps.
Voilà, et il y a pas mal de jeux proposés, de journées aussi, avec, l'UNESCO, toutes les journées, sur l'eau, sur l'environnement, sur la biodiversité et j'en passe. Voilà pour le semi-social. Merci beaucoup. J'ai peut-être une question, moi, alors avant, s'il y a des questions parmi les personnes qui regardent le webinaire, n'hésitez pas à les mettre dans les chats. Mais est-ce que vous pouvez nous redire un peu comment ces questions-là ont aussi émergé des usagers, quelles étaient eux leurs préoccupations qui vous ont amené en fait à travailler ces questions et à vous en saisir. Et finalement, quels sont bah voilà, les prismes qu'avaient les usagers sur ces questions. Et est-ce que d'avoir engagé tout ce travail, alors malgré le Covid qui a dû effectivement empêcher pas mal de choses, est-ce qu'il y a eu bah, des changements de pratique, on va dire, autour des sujets d'accompagnement ou de lien plus direct avec les personnes, ou est-ce que ça c'est moins facile à engager, moins visible qu'une politique en fait organisationnelle plus structurée? Voilà, je ne sais pas quel est votre regard un peu là-dessus. C'est sûr que c'est assez structuré et plutôt dans la direction, comme politique, mais quand même ça se déploie sur les sites. La première volonté, ça a vraiment été, le fait de faire un tri sélectif correct dans l'ensemble des centres. Ça, c'était beaucoup remonté. Le débat permanent après, agissait aussi en faisant des, sessions de débat avec le film, Demain, par exemple. Ils allaient de centre en centre, pour en discuter, en faisant, après un petit, goûter zéro déchet et pour parler de bon, bah, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a eu la volonté d'avoir des jardins partagés aussi. Alors ça est plus ou moins compliqué à mettre en place. Il y a certains centres qui ont des potagers. Ce qui est difficile, c'est de les maintenir, Il n'y a pas que la volonté, c'est facile de dire qu'on a envie et puis après, une fois qu'on voit toute l'implication, il y a des personnes qui ont un peu abandonné le projet. Mais c'était les 2 grands piliers. C'est sûr que la mobilité douce, bon, les personnes, les usagers sont un peu moins concernés. Il y a eu des journées de cleaning day aussi, pour, laver les centres, et la mise en place ensuite de bornes pour les mégots dans un centre, où ils ne voulaient plus voir de mégots par terre quand on a parlé de pollution, des eaux. Donc il y a des petites actions comme ça, de manière ponctuelle, mais qui peuvent rester dans le temps. Les mégots, maintenant, dans un centre, c'est réglé. Le tri sélectif, dans un centre, c'est réglé également. Donc voilà, c'est plutôt ponctuel, mais ça reste assez concret. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question. Si, bah, en partie. Ok, est-ce qu'il y a des questions dans Alors, Justine, il y avait des commentaires, mais vous avez en partie répondu à certains d'entre eux. Et puis des commentaires de Alain Guézou, mais il est parti. Voilà, qui a souhaité nous quitter parce qu'il ne se retrouvait pas dans les propos, notamment sur les questions d'alimentation, par rapport à l'association qu'il représentait. Et l'association qu'il représentait, c'est l'association RSA en Isère. Et il est parti, donc il ne peut pas s'exprimer directement sur C'est dommage. Voilà, c'est dommage parce que je pense que ça pouvait être intéressant de revenir sur son propos, mais malheureusement, il est plus là, donc on ne pourra pas revenir sur cette question. Donc on peut continuer le webinaire. C'est vrai que du coup, la transition toute trouvée, c'était autour de la fresque que vous avez utilisée aussi, Samy, pour animer vos démarches et que vous continuez d'utiliser, si je comprends bien, pour sensibiliser aussi autour de vous et de manière un petit peu constante autour de ces questions. Du coup, je vais laisser la parole à François Joussrando pour introduire son propos et nous en dire un peu plus sur cet outil qui se développe et qui peut être utilisé dans pas mal de contextes différents. François, c'est à toi. Voilà, rebonjour à tous. Vous êtes quelques-uns à être arrivés entre-temps. Donc moi, en 2 mots, j'ai un parcours de 20-25 ans comme formateur consultant dans le secteur social, avec pas mal de choses faites avec la Fédération des acteurs de la solidarité. Et j'ai eu un confinement numéro 1 comme en pro qui m'a profondément fait bouger, puisque moi, j'étais 100% à l'arrêt.
On a beaucoup discuté avec les collègues de ma coopérative d'activité et d'entrepreneurs qui s'appelle 3bis, où pas mal d'entrepreneurs sont un peu sur ces thèmes-là de transition. Et du coup, j'ai mis un an à peu près à me dire que j'allais vraiment changer de boulot et que, en fait, je ne m'étais pas rendu compte de l'écart entre le fait que je me percevais comme quelqu'un qui faisait des choses sur le thème de l'écologie et qui cochait plutôt les bonnes cases, et la hauteur de la marche entre les 10 tonnes en moyenne qu'un Français émet par an et le but visé qui est qu'on arrive à 2 tonnes. Voilà. Sachant que la moitié des Français sont plutôt en dessous de 5-6 tonnes. Voilà. Et à l'autre extrême, il y a des gens qui allègrement sont à 20, 30, 50 tonnes par an. Donc il y a à la fois une nécessité d'agir, mais pour agir, il faut d'abord comprendre où on est. Et il y a beaucoup je pense, si je regarde mon cas à moi, il y a beaucoup de déni, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de volonté à la fois on sait, puis en même temps c'est compliqué une fois qu'on sait, enfin, il y a une dimension où c'est compliqué de savoir. Donc moi je perçois la fresque, donc c'est possible de mettre la diapo d'après. Je perçois la fresque comme un outil qui permet en fait en groupe, puisque ça se fait par petits groupes, on est 5, 6, 7 autour d'une grande table sur lequel, alors on dit fresque parce qu'en fait il y a un grand bout de papier, et en fait on va distribuer aux gens des cartes, et ils doivent remettre ces cartes dans l'ordre des causes et des conséquences. Donc par exemple, production de carbone, hausse de la température, montée des eaux, est-ce qu'il y a un lien entre ces différents phénomènes et lequel c'est? Et donc, sur cette partie, moi je dis petit bijou pédagogique, parce que c'est un atelier où les gens sont très actifs. Donc, il y a une partie carte donc, que je viens d'expliquer, qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Ensuite, il y a une partie dite créative, où les gens vont s'approprier la fresque en traçant les flèches, en fait, les nombreuses flèches de causes et conséquences. Donc, ils vont avoir à la fin une sorte de vision systémique. On peut dire qu'à la fin, ils ont un rapport du GIEC sur la table. Donc, le rapport 1, donc la partie vraiment, qu'est-ce qui se passe sur Terre, les connaissances physico-chimiques, on peut dire biologiques. Et donc, dans cette partie créative, ils vont aussi mettre un titre. Ça fait un peu, pour certains qui découvrent l'ampleur de la question, on peut dire comme un petit sas émotionnel. Voilà, ils vont prendre une photo avec le groupe qui a réalisé la fresque pour se l'approprier. Et le vrai but de la fresque, c'est le temps d'après, qui est une partie d'1 heure où les gens vont pouvoir débriefer, échanger sur qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce que ça leur fait. Donc, il y a une partie un peu émotionnelle. Et sur ces questions de limites planétaires, d'enjeux climat, la partie émotion, elle est importante, parce que tant qu'on ne peut pas verbaliser ça, à mon avis, c'est compliqué d'agir ensemble. Et puis une partie mise en action ou mise en jambe, dans laquelle, alors c'est la partie du débrief qui va le plus s'adapter en fait au contexte des uns et des autres. Voilà. J'ai oublié de vous proposer de faire alors pas un sondage, mais juste de pouvoir savoir si vous avez déjà vous-même assisté à une fresque. On est 27 là, à ce webinaire. Donc, c'est juste si vous avez déjà assisté à une fresque, de le mettre dans la discussion et peut-être de mettre un petit mot de commentaire ou un petit mot sur qu'est-ce que vous pensez de cet atelier. Voilà, c'est un bijou pédagogique, mais c'est aussi un mouvement de mobilisation. Et moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus, dans le sens où, quand je suis arrivé dans la fresque, donc c'était la première que j'ai vécue, c'était en mai 2021, il y avait 150 000 personnes qui avaient vu cet atelier, ce que je trouvais déjà énorme pour une asso qui s'est fondée en 2018 et un jeu qui a été créé en 2016. Donc, c'est Cédric Riegenbach, qui est un ingénieur qui était directeur du Shift Project, qui a inventé ce jeu et qui l'a transmis à une association et qui a en somme ouvert les droits pour que tout le monde puisse jouer, en tout cas quand c'est grand public. Tout le monde peut jouer librement à ce jeu. Après, en entreprise, il y a des règles un peu différentes. Je dirai ça tout à l'heure. Mais du coup, 150 000 personnes. On est hier, je suis allé regarder pour vous, donc les chiffres que j'ai mis sur une diapo qui va arriver après, c'est 700 000. Hein. Il y a 700 000 personnes qui ont vu ce jeu depuis, parce que la fresque permet en fait, une fois qu'on a fait ce jeu, si on a envie de devenir animateur, la marche n'est pas haute du tout. On fait une formation de 3 heures et en 3 heures, nous, on pense quelqu'un est équipé
pour animer ce jeu. Il n'y a pas besoin d'être climatologue pour ça. Il suffit d'avoir un peu compris, de s'être enrichi un peu sur les questions climatiques, et on peut tout à fait animer une fresque dans une association, dans un contexte entreprise, dans un contexte universitaire. Il y a des rentrées climat, etc. Il y avait une Voilà. question, François, qui était quel est le public cible de la fresque? Et globalement, est-ce que ça peut aussi s'appliquer aux publics qui vont nous concerner dans ce webinaire, mais des publics accueillis, accompagnés, soit dans le milieu du Alors, bâtiment, soit dans le logement, ouais. soit par des Alors, c'est associations, une etc. excellente transition, puisque j'allais vous raconter 2 exemples où j'ai été amené à animer cette fresque avec des publics très, très variés. Oui, c'est un atelier que j'estime tout terrain. Donc, il y a une version donc, avec 42 cartes. Quand on est avec des gens dont on se dit qu'ils vont avoir un peu plus de mal à comprendre certains concepts très techniques, parce que ça a été fait par des ingénieurs. Donc, mais il y a une dimension de savoir dedans. Et donc, on peut faire une version simplifiée. Donc, on enlève 4-5 cartes qui sont un peu plus compliquées à comprendre et qui n'enlèvent rien en fait à la vision globale. Il existe aussi une version junior avec une vingtaine de cartes. Donc, on peut faire des fresques avec des… Moi, j'ai fait ça avec des CM2 dernièrement. Ça passe très, très bien. Et cette version junior, on va peut-être la rebaptiser. Elle est en train d'être rebaptisée version débutant, pour pouvoir être une sorte de version encore un peu plus allégée que la fresque. Mais globalement, moi, je pense que la version grand public telle qu'elle existe est tout à fait adaptée avec tout type de public. Voilà, donc je vais vous raconter deux exemples. Un premier, c'était avec l'association Equitase, qui se définit comme une association d'artisans de justice sociale. Ils se sont fait connaître avec des parlements libres de jeunes, et également avec des groupes qui s'appellent Boussole, sur des groupes de personnes au RSA ou en situation de précarité. Et donc, ces groupes Boussole, il y en a eu un qui a duré assez longtemps dans la Drôme, qui s'appelait la HUP. La HUP, c'est le petit logo là qu'on voit, c'est lutter contre le jeu de dupes. Donc, c'est l'idée de dire, en fait, dans un entretien RSA sur la question des sanctions, sur la question du contrat, on ne sait pas toujours exactement ce qu'on a le droit de dire, comment se présenter, etc. Et donc, on a voulu faire tout un mouvement avec on était entre 6 et 15 personnes pendant plusieurs mois, se voir une fois par mois. Et il y a une action de lutte contre les sanctions, donc, qui a donné lieu à un rapport qui s'est appelé « Sans contrepartie », pour un revenu universel, pardon, sans contrepartie, qui a amené notamment le département de la Drôme à modifier sa politique de sanctions collectives. Voilà. Et donc, on a été perçu au début comme un groupe un peu de trublions qui posions des questions sur comment ça marche. Et en fait, on s'est retrouvé plutôt alliés du département pour faire évoluer en fait sa politique d'accompagnement RSA. Voilà, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Moi, je ne suis pas dans l'association. J'étais simple citoyen participant à ce groupe de la HUP. Et j'ai beaucoup aimé l'étape d'après, où après avoir dit pour un revenu minimum sans contrepartie, on s'est dit sans contrepartie, mais pas sans contribution. Les personnes au RSA, elles ont des contributions, elles ont des enfants, elles ont des proches, il y a de la solidarité, elles sont engagées dans des assos, il y a des collectifs avec leurs voisins, enfin, il y a tout un tas de choses. Il y a de la construction de communs, covoiturage, jardin partagé. Et il y a la question de prendre soin de son environnement, qu'on a mis comme une 4e forme de contribution. Et donc, moi, je pense que les personnes sont très concernées en fait, par ces questions-là, pour un peu qu'on donne un cadre adapté à la question. Mais donc, tout dépend comment on approche les choses. Donc là, l'exemple de la HUP, c'est un groupe qui existait, en fait, qui préexistait. Et donc, moi, j'ai fait une fresque du climat qui était hyper intéressante. Voilà, on a fait les 3 heures. Le débrief, lors du débrief, ils ont dit bah, il manque un peu des cartes inégalité sociale dans la fresque. Alors, ce qui est vrai, il n'y a pas de carte solution dans la fresque. Le constat, il est vraiment le consensus scientifique, le rapport numéro 1 du GIEC. Mais pour autant, une fois qu'on a ce constat-là, qui est un constat partagé, ben, ça peut ouvrir à tout un tas d'actions et de réflexions. Voilà, le deuxième exemple, c'est la diapo d'après. Alors, oui, alors celui-là, je vais pas en parler parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais comme c'était le thème, c'était les questions de justice sociale et environnementale, je trouve que l'approche de Kate Raworth est vraiment chouette. Donc, je vous ai mis un petit lien en bas avec un article bien fichu fait par Oxfam
et une vidéo d'elle. Mais en gros, le donut, ce qui est hyper intéressant, c'est de dire il y a un plafond environnemental qu'on ne peut pas dépasser, qu'on a déjà dépassé sur certaines limites planétaires. Donc, c'est les affreux espaces rouges là qui montrent que sur la question du climat, du cycle du phosphore, des matériaux qu'on a rejetés, on a dépassé les limites planétaires. Et donc, il faut tout faire pour faire redescendre et ne pas aller au-delà de ce plafond environnemental. Et il y a un plancher social. Et ce plancher social, c'est celui qui permet de vivre sur les questions énergie, nourriture, etc., qui permet à tous de vivre. Et donc, l'espace sûr et juste pour l'humanité, il est entre ces deux espaces. Donc, d'où l'idée théorie du donut. Mais je trouve qu'il y a une réflexion très intéressante sur l'espèce de dynamique exponentielle de croissance où on est et la nécessité absolue de revenir entre ces deux espaces. Donc, sa théorie, je trouve, et même sa visualisation permet de parler à tout type de public. Voilà. Le deuxième exemple, c'est tout récent. C'est un mois pour repasser à l'action qui a été animé par le collectif Voisin. Donc, le collectif Voisin, on voit la photo, là, ils sont dans un lieu qui s'appelait à un moment les Volets Verts, qui est une cité ouvrière qui va être réhabilitée. Et entre-temps, le collectif occupe 3 étages. Donc, c'est un projet hyper chouette, très ambitieux, avec l'abbaye, donc c'est le quartier de l'Abbaye à Grenoble, pour ceux qui connaissent. Il y a l'Abbaye Cyclette, qui est un atelier vélo. Il y a le Low-Tech Lab, qui fait des trucs très intéressants. Moi, j'ai vu le résultat d'un atelier qui s'appelait Froid dans l'habitat. L'atelier Froid dans l'habitat, on construisait des rideaux pour isoler les pièces de manière à pouvoir chauffer certaines pièces plus que d'autres, et quelque chose qui venait du Japon qui s'appelle un kokatsu, où on met autour de son bureau des couvertures, un petit chauffage soufflant en dessous, etc. Et ce qui permet d'avoir une sorte de bulle de chaleur autour de soi. Donc, il y avait dans ce mois, pour repasser à l'action, des ateliers très concrets, hyper sympas. Là, je vous en raconte un, mais il y avait fabriqué son savon, son dentifrice. Il y avait des ateliers vélo, un film sur les écolieux qui était intéressant, parce qu'il était fait par 2 jeunes qui ont fait un peu le tour de la planète. Voilà, différentes choses. On me dit dans l'oreillette qu'il faut peut-être passer à la diapo suivante. Et donc, tout ça pour dire que la fresque du climat a eu un tel succès. Donc, c'est l'exponentielle que vous voyez. Moi, je fais de la facilitation graphique. Donc, j'ai fait parler la planète, là, qui est assez contente de voir enfin une exponentielle qui va dans le bon sens. Et pour dire qu'à Grenoble, pour donner quelques chiffres, Grenoble-Isère, c'est 20 000 personnes qui ont suivi cet atelier depuis, en 3 ans, depuis début 2020. Et donc, ça a généré 800, presque 900 animateurs, dont actuellement, on peut dire 350 sont actifs. Donc, il y a des gens qui bénévolement vont faire des fresques et d'autres qui vont le faire à titre professionnel. Donc, ils vont pouvoir envisager une bifurcation de carrière comme moi, ou compléter en fait des activités qu'ils font. Il y a beaucoup d'ingénieurs dans la fresque parce qu'il y a eu des actions de fête à l'université, mais il y a une vraie diversité intergénérationnelle. Et moi, mon petit projet, ce que j'aimerais bien promouvoir, c'est le fait qu'il y ait une diversité aussi d'animateurs. Et donc, j'avais annoncé 2 exemples et 3 idées. Les 3 idées, je vous raconte la première, c'était un projet qui va peut-être avoir lieu avec Unicité. Et donc, Unicité, ils ont des jeunes en place qui sont en service civique pour un temps donné, et ils les mettent en équipe collective. Et donc, le projet qu'on avait avec eux, c'était qui a pour l'instant manqué de financement, mais qui va peut-être rebondir, c'était une équipe d'éco-volontaires, donc 8 personnes, qui vivent la fresque et qui deviennent animateurs. Donc, c'est après une formation pour ces personnes-là. Après, ils auraient fait des fresques à d'autres personnes en service civique à Unicité. Et puis, dans un 3e temps, ils seraient allés faire des fresques pour des primaires. Donc, la fameuse fresque junior. Voilà, donc c'est un exemple de projet qui était, je pense qu'il va se monter un jour, mais c'était pour montrer les articulations possibles. Dans les 2 autres idées que j'ai, il y aurait l'idée de la fresque. Il y a 2 choses à mon avis. La première, c'est engager une démarche. Donc cette démarche, il faut, à mon avis, qu'il y ait des gens dans la structure qui aient vécu une fresque.
À Grenoble, Isère, c'est très facile, il y a des ateliers un peu en permanence dans lesquels on peut s'inscrire. On peut aussi inviter une fresque dans une structure. Je pense que c'est hyper intéressant de se dire qu'on peut vraiment mixer les publics. On peut avoir des salariés de la structure, on peut avoir des bénévoles engagés dans l'association ou dans des collectifs, et puis on peut avoir des personnes accompagnées ou des personnes hébergées, etc. Donc je pense que c'est vraiment un atelier qui permet cette mixité. Cette première étape où on engage, en fait, on se convainc que cet atelier, il est intéressant. C'est un atelier qui demande une forme d'engagement parce qu'il dure 3 heures, donc il faut consacrer 3 heures de son temps à cette question. Et puis, dans un troisième temps, il y a l'idée de déployer la démarche. Et donc là, il y a plein de choses à imaginer, à rendre possible. Voilà. Merci beaucoup, François. L'idée avec ces deux interventions, du coup, vous l'aurez compris, c'était d'une part de montrer que c'est possible pour des acteurs de la grande précarité, de l'hébergement ou de l'accompagnement de se saisir de ces questions. Alors, on l'a vu avec le SAMU social de Paris, et donc c'est possible de s'en saisir avec les personnes et ensuite aussi à l'échelle plus organisationnelle et structurelle, même si ce n'est pas forcément des questions faciles à lier et à faire vivre. Et la deuxième idée, c'était de se dire que localement, en Isère, il y a aussi pas mal de ressources et que la fresque peut peut-être être un bon outil pour commencer et impulser ça et le penser du coup directement avec des personnes accompagnées en d'une part donnant aux salariés, aux professionnels du travail social, de l'accompagnement et aux personnes accueillies et accompagnées une base de connaissances un peu commune sur ces questions d'environnement et de transition écologique et comme François l'a expliqué, de réfléchir aussi dans ce temps de la fresque à ce que ça peut impulser comme solution ici et maintenant dans l'organisation et dans le territoire où vous vous trouvez et de mettre un petit peu en mouvement tout ça à partir de ces exemples, puisque le SAMU a lui-même, comme vous l'avez vu au début de sa démarche, utilisé en fait cet outil de la fresque pour créer un petit peu sa dynamique et penser sa politique environnementale. Donc voilà, c'était un petit peu les deux sujets, sachant que, comme je vous le disais en introduction, hein, mais c'est pas forcément voilà, encore hyper développé. On n'est pas forcément le secteur qui s'est saisi le mieux de ces sujets-là. Donc je ne sais pas si du coup il y a des remarques, des discussions parmi les participants dans les quelques minutes qui nous restent avant de clôturer ce webinaire. Oui, il y a une remarque de quelqu'un qui mentionnait le fait qu'il y avait des fresques amies, donc d'autres ateliers qui ont été montés. Oui, on m'entend ? Oui, d'autres ateliers qui ont été montés sur le modèle de la fresque. Il y a la fresque de l'alimentation, des déchets, la fresque Océane. Et ma fille travaille à la Cloche Paris. Et donc, je sais qu'ils viennent de monter une fresque de la rue, donc qui n'est pas du tout sur les enjeux, sur les questions climat, mais par contre, qui utilise cet outil pédagogique pour faire avancer la connaissance sur les personnes avec et sans domicile. Je me permets juste d'ajouter, mon ordi ne répond plus, alors je change d'écran. C'est super important que ça soit fait aussi par les directions ou par les personnes qui vont choisir ensuite les politiques. Et donc cette fresque, vraiment, ce n'est pas que pour des bénéficiaires, des usagers ou des travailleurs sociaux. C'est super important aussi que vraiment, dès le haut, ils soient fresqués et ils prennent le temps de passer 3 heures de leur temps sur une année, de parler d'écologie. Et c'est comme ça que le shift va se faire aussi et va motiver les gens. C'est vraiment, vraiment important d'impliquer la direction. Ouais, merci de ce rappel, bien sûr. Et vos partenaires aussi, enfin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais aussi les financeurs et les faiseurs, on va dire, de ces politiques publiques. C'est pas qu'un jeu, quoi. Même si c'est présenté sous forme de jeu, ça va au-delà. Et pour aller aussi dans le sens de ce que disait François, la fresque, c'est un outil. Et donc, du coup, il s'est démultiplié sous plusieurs formes. Il y a aussi la fresque des discriminations qui a vu le jour pour pouvoir répondre aussi à une problématique de nos publics qu'on peut accueillir. Je ne sais plus, c'est une école qui l'a créé. Mais en tout cas, l'outil fresque reste un outil pour pouvoir faire passer un message. Et donc, du coup,
qu'elles soient sous forme de fresques du climat, de fresques des déchets, de fresques du numérique. Enfin voilà, il y a plein de choses en tout cas qui sont créées autour de cet outil. Et donc du coup, il ne faut pas hésiter à aller regarder parce qu'il y a plein de gens qui se lancent dans la création de fresques en ce moment. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant de pouvoir utiliser en tout cas cet outil. On peut ajouter qu'à Grenoble, soutenu également par Capital Verte, on avait fait une série d'ateliers qui s'appelait Look Up à la Bastille, donc dans la grande salle où il y a eu comme ça 25 ateliers différents qui ont été joués et 400 personnes qui sont montées. Et donc ces gens, ce qui me touche beaucoup dans le mouvement de la fresque, c'est le fait de devenir soi-même en fait animateur engagé et d'avoir envie de déployer ces questions-là. Donc pareil, on peut imaginer des mini-festivals qui permettent, c'est pour ça que je montrais les voisins, on peut imaginer des mini-actions où il n'y a pas que la question de savoir et de comprendre, mais vraiment de passer à l'action. Et on nous demande dans le chat à qui peut-on s'adresser pour mettre en place, pour être formé et du coup se former à ces questions de fresques. Oui, alors donc il y a un site national bien fichu dans lequel maintenant c'est très simple de voir à la fois les ateliers programmés et les formations programmées. En ligne, il y a des formations hyper régulièrement. À Grenoble, on a la chance, à ce mois, il y en a quasiment toutes les semaines. Donc des formations soit à Grenoble, soit on s'est arrangé aussi pour qu'il y en ait ailleurs en Isère. Donc il y a un calendrier. Donc vraiment, ça sur le site national, on voit les choses. Après, c'est possible de s'adresser aux référents de la fresque. Donc il y a 4 référents locaux. On trouve leurs coordonnées tout en bas du site. On tape sur référents, on voit une carte de France, référents locaux, on les trouve. Après, il y a une telle communauté à Grenoble qu'en général, autour de soi, on finit par trouver quelqu'un qui l'a vu, qui connaît, etc. Et moi, je suis référent formation. Donc, sur les questions de formation et de créativité, je peux répondre vraiment à vos demandes. On est deux référents sur les questions de formation. Voilà. Et il y a une asso qui est en train de se monter qui s'appelle Enjeu commun. Et Enjeu commun va chercher à fédérer l'ensemble des outils pour avoir une sorte d'endroit un peu unique. On pourrait, en Isère, trouver à la fois les ateliers fresques du climat, mais aussi d'autres ateliers qui se sont montés sur des questions de sensibilisation. Donc, Enjeu commun, il faut taper sur Internet et vous trouverez l'adresse. Ben, merci beaucoup à toutes et tous. Je ne vois pas forcément d'autres questions. Justine, on avait une autre question aussi Ouais. pour faire parvenir les propositions du plaidoyer sur l'écologie. Alors, c'est passé directement parce qu'on a répondu assez vite dans les questions répondues. Ouais. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont intéressées, Blandine vous a partagé le lien avec toutes les propositions du débat permanent sur l'écologie avec le détail aussi. Donc, du coup, n'hésitez pas si vous en avez l'envie, si vous voulez vous renseigner en tout cas sur ce qui a été proposé sur les différentes thématiques. En tout cas, les 10 propositions sont en ligne et on vous a partagé le lien. Super, merci beaucoup. C'était aussi la petite affiche que vous aviez inclus, c'est ça, dans le PowerPoint. Super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres remarques ou Anissa, je te laisse le mot de la fin. Non, je vais te laisser le mot de la fin, mais non, par contre, il y a eu des commentaires sur qui trouvaient cette fresque très intéressante. Pour répondre à la question de François, donc il y a des personnes qui ont déjà participé à des fresques sur le territoire et notamment aussi avec leurs enfants qui ont offert cette fresque à leurs enfants ou une enseignante qui avait déjà entendu parler de cette fresque et d'autres spectateurs qui trouvent en tout cas cette démarche très intéressante. Donc je pense que ça va se développer et que ça a permis aussi à des acteurs de se saisir de cette question et de pouvoir l'intégrer et puis se former à cet outil. Donc merci. Merci à vous pour ces différents retours et expériences. Et j'espère que les spectateurs vont pouvoir la mettre en œuvre dans leur structure ou auprès des usagers, des bénéficiaires. La présentation, puisque sur la présentation, il y a les liens et il y a les téléphones et puis les liens des différentes choses que j'ai dites. Cette présentation, les personnes peuvent la télécharger du coup ? Oui, ils vont la recevoir par mail et puis elle sera accessible directement sur le site d'Un Toit pour tous. Et effectivement, les spectateurs n'ont pas très bien compris, mais Blandine et Mélanie, vous avez en fait mis le lien sur le support de présentation. Donc, c'est parce qu'il n'a pas été envoyé dans le chat.
C'est pour ça que, effectivement, on l'a envoyé dans les questions-réponses, mais en tant que réponse à une question, donc c'est peut-être passé oui, à c'est peut-être pour ça. Donc, en fait, vous avez accès au chat, donc vous pouvez l'envoyer via le chat si vous voulez. Vous avez encore quelques minutes si vous voulez juste mettre le lien, comme ça les personnes peuvent le cliquer dessus avant de partir. Et moi, je le remettrai dans le mail qui sera envoyé avec notamment le questionnaire d'évaluation et le support de présentation. Donc, vous aurez tous les éléments pour pouvoir vous renseigner sur ces questions. Et Justine, je te laisse le mot de la fin quand même. Je Merci à voulais tous et bonne fin de remercier du coup nos intervenants et les participants sur cette question importante et qui sera à développer dans le secteur les années à venir. Et du coup, vous avez compris que le propos, c'était aussi de développer ces questions-là avec les personnes accueillies, avec les équipes, avec les directions, comme nous l'a rappelé le SAMU social, pour qu'on puisse s'en emparer de manière un peu structurelle et voilà, développer aussi un plaidoyer et un propos politique autour de ces questions de transition écologique, de justice sociale et d'impact pour les publics les plus précaires. Voilà. Merci beaucoup, Justine, et merci beaucoup aux intervenants François, Mélanie et Blandine. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.